Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed de 22 dans l'extrême peur, social index toujours bloqué, market order flow ce matin 10h autour d'une recherche d'achat modérée, mais on est plutôt sur la neutralité je pense. On va se mettre en weekly au niveau de Ichimoku Kinkoyo. Ça c'est pas bon. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Hein, de voir ici en fait notre Shikunpan en train de rentrer là, c'est difficile. C'est difficile parce que, en sachant que la clôture en weekly elle est juste ici, dans le nuage. Je vous avais montré en fait dans la vidéo de la semaine dernière, généralement quand on n'arrive pas au nuage et derrière on fait un rebond très très fort. Bon, tout est baissier. On est en train de traverser le nuage, on a éclaté le nuage, on travaille en dessous, il n'y a aucun problème avec ça. On peut targeter les 51 000 $ pour les plus ambitieux, aucun problème avec ça. Mais la dernière fois qu'en fait, ici ça a été transpercé au niveau de la SSB, eh ben, c'était il y a très longtemps. Pour le coup, on était en train de finir ce crack au niveau du Bitcoin, c'était en 2018, juste ici. Et vous le voyez bien, ce flush ici, bam, ça a craqué au niveau du nuage. Et là, on a eu après des nouvelles structures, etc. Important, hein. Dès lors, ça n'est plus jamais arrivé. Ici, on était bien dans le nuage. Ici, on était bien dans le nuage. Je sais plus où c'était. Ici, bien dans le... Je sais plus où c'était. Bref, ça n'est entre guillemets arrivé qu'une fois lors de la capitulation totale. Peut-être que c'est arrivé beaucoup plus tôt si on reprenait Bitstamp, mais ça c'est pas bon du tout. En somme, en weekly, si on clôture comme ça, pour le coup, on va se le prendre et on va se le manger, hein, ce Black Swan. On a également ici sur le RSI, je n'ai mis deux parce qu'il y a deux supports résistance différents. On en a un ici qui fait office de bottom, donc ici on rebondit 1, 2. Pour l'instant on n'est pas encore dessus mais on risque de le retester une troisième fois. Ensuite il y a celui-ci qui est meilleur selon moi puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retests. Pour l'instant on n'est pas encore exactement dessus donc on risque de venir le tester d'ici une ou deux semaines pour éventuellement rebondir. Il a fait office de support maintenant depuis pas mal de rebonds. 1, 2, 3, 4 ici. Et c'est depuis le bottom de l'été précédente qui fait office de support. Même ici en fait, même ici là depuis ce bottom là, ici hop il rebondit dessus afin d'aller toujours plus haut. Et là bah il descend et là ça monte. Donc ça fait également office de divergence puisque ici c'est toujours plus bas, là c'est toujours plus haut. Le marché pour l'instant pue la diarrhée molle et chaude. Alors pourquoi ça sent très mauvais? Et c'est ce qu'on va regarder là. Donc comme tu peux le voir là, on est à la limite de casser une résistance qui est quand même relativement importante. Alors a priori ça pourra résister jusqu'aux 32 000. Mais par contre en dessous des 32 000, bah, en termes de charte on se dirige directement vers les 19 000 pour probablement envisager un vrai rebond. Peut-être au moment où le Bitcoin deviendra ce qu'on appelle un actif différenciateur. C'est-à-dire un actif qui ne se corrèle plus à la bourse mais qui devient une alternative. On continue à regarder un petit peu ce qui se passe ici. On voit que on a eu une décorrélation. Ça y est. Donc là, on a une contraction des prix au niveau du nombre de comptes qui sont en boule et en short. Là, on a ici un arrêt du volume au niveau des trades. On se retrouve sur du 50-50. C'est excessivement positif. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est ici, c'est 90 000. On a eu beaucoup ici de leviers, notamment si on regarde au niveau de l'order book, on a vu qu'il y avait en futur pas mal d'attentes dans l'attente ici qui ont été pris et certainement liquidés dans la foulée parce qu'on voit ici cette chute qui s'est effectuée et ce qui a permis en fait d'avoir cette accélération baissière. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont encore en longue, en levier et en dessous, donc c'est-à-dire qui sont actuellement sous l'eau avec des clusters de liquidation qui sont assez bas, donc on pourrait avoir une volonté d'aller chercher plus bas, et surtout que si on va plus bas, ça sous-entend aussi qu'on risque d'avoir tout simplement un long squeeze, donc une accélération baissière forte dessus. L'important c'est que ici au niveau des long short ratio, on ne se retrouve pas avec une courbe qui passe au-dessus des 52 000, donc avec une inversion ici qui pourrait se retourner, parce que tout simplement ça voudrait dire qu'on ait des volumes sur le niveau des top traders qui seraient en négatif, avec derrière un fort volume en open interest, donc un fort volume de levier, avec là, regardez, on a dépassé les 1.8, j'avais pas vu ça, on a dépassé les 1.8 encore, tant qu'on ne dépasse pas les 1.9, c'est tout ce qu'on espère aussi, donc on a un market qui est ultra leveragé, donc ça veut dire qu'on va avoir des mouvements qui vont se faire par à coup, par cluster de liquidation, et donc là-dessus on peut avoir une grosse volatilité très forte, et donc il faut faire très attention.
On a enfin nettoyé les 37 000, on est enfin allé chercher les lots. Comme je vous disais, dans ces mèches-là, c'est peut-être des bonnes opportunités d'achat. Donc maintenant, il faut se rendre à une évidence, c'est que de toute façon, c'est pas le Bitcoin qui décide. C'est les indices et on est content. On voulait un Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels et maintenant, on doit vivre avec. Et ça veut dire que chaque jour est un autre jour. Chaque jour, on est soumis à l'équilibrage des portfolios des big boys. Et vu que Bitcoin est dans la classe des assets à risque, on fait avec. Donc, en temps normal, on aurait pu penser que c'est peut-être une bonne opportunité d'achat. Dans la pratique, on n'en sait rien du tout. Parce que, comme je vous disais la dernière fois, on était allé faire surprise au-dessus du précipice, chasser, faire peur aux bears, enfin, prendre les bears et les coincer, exactement comme le Bitcoin. On a pris les bears et les coincer, arrivé à 39 000. Pourquoi aller libérer les vendeurs qui se sont fait baiser ici avec cette bougie verte? Donc il fallait que ça pousse. À partir du moment où on leur fait le cadeau de revenir plus bas, ce n'est plus des vendeurs coincés qu'on a, c'est des acheteurs, c'est des vendeurs pas coincés et c'est des acheteurs coincés. Donc malheureusement, ce bloc ici est actuellement une résistance. Et je dirais qu'ils sont loin maintenant, ils paraissent loin les 40 000, les 40 000 qui ont été si bien défendus. Et cette grosse zone où ça a accumulé, si ça récupère pas vite fait, c'est bearish et ça peut aller de mal en pis. ETH-USD ici, où on est venu chasser sous le petit W, donc pareil, qui dit un nouveau plus bas, dit qu'on a encore du mal à trouver ce bottom pour l'instant. La divergence n'était pas confirmée, c'est intéressant, c'est pas confirmé sur l'Ethereum, elle est toujours en cours de développement. Par exemple, le gros support sur Ether, il est plutôt vers les 2500, vers les 2005 à ici 2400. Si on bascule sous ce support, qu'on revient vers les 2002, 2100, qu'on s'approche des 2000, je pense que les gens vont lâcher aussi l'affaire sur l'Ether. Et auront lâché aussi sur les altcoins, et le Bitcoin aussi auront lâché l'affaire probablement. Donc on est peut-être à la recherche de ce point de capitulation. On n'est pas encore, enfin on arrive doucement en zone de rechargement sur Ethereum, donc le bottom a le temps de se développer d'ici là. Pour l'instant, il a tenté de se développer au-dessus, ça n'a pas réussi. Donc si on pouvait avoir un truc comme ça, on chute, on remonte, ce qui crée la divergence, ensuite le W au sein de la zone de rechargement, là il y aura de grandes chances d'avoir enfin le bottom et de pouvoir remonter. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas ce qui est fait. Et en weekly, pareil, j'attends toujours une pattern de retournement pour peut-être me positionner sur Ether sur une échelle de plusieurs semaines ou un trimestre. Je n'ai toujours aucun signal ici, donc j'attends patiemment. Et du coup, c'est ce qui m'amène à penser qu'au niveau de l'analyse, il n'y a toujours aucun signe de retournement en weekly sur Ethereum. Et du coup, ça pourrait arriver la semaine prochaine, mais ce n'est pas encore le cas. Avec l'inflation, vous voyez que je suis beaucoup moins acheteur et beaucoup plus pessimiste depuis le début de l'année parce qu'on est vraiment sur un mauvais système, augmentation des taux pour conjuguer l'inflation et grande question, est-ce que ça va pas perturber la croissance? Donc la croissance ça va, mais si on a inflation et petite croissance, alors là on continue la vague baissière. Sur certains indices américains, on a perdu 20% quand même. Donc on continue la vague baissière. Tant mieux, ça permettra d'acheter plus longtemps, pour ceux qui n'en ont pas, de se créer des PEA et de les blinder pour la retraite. Ce serait aussi extrêmement libératoire que les marchés perdent 30, 40, 50%. 50 c'est peut-être un peu beaucoup, mais 30% ce serait super. On arriverait sur des niveaux vraiment passionnant pour du moyen et du long terme. En attendant, pour aujourd'hui, on en est là, vendredi. J'ai donc bien regardé tout ça, et j'ai décidé de ne pas passer un trade, de préserver mes beaux gains que j'ai pu faire durant le FOMC et de revenir trader lundi. Maintenant, le DXY est également un point extrêmement intéressant. Vous pouvez voir que notre fameux DXY, qui est donc l'indice du dollar ici sur l'intervalle journalier, est en approche de ma ligne super importante. En fait, il est même tout pile sur ce niveau de résistance totalement clé en ce moment. Donc voyons un peu comment ça va aller, parce que les quelques dernières fois qu'on a tenté de dépasser ce niveau, ça n'a pas marché. Ceci n'a même pas réussi à atteindre la résistance, mais ensuite on a pu voir ce truc ici en 2017 lorsqu'on a pu l'atteindre. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce si important? Eh bien, si l'indice du dollar devient plus fort, étant donné qu'on mesure le Bitcoin et les autres actifs en dollars généralement, alors ça veut dire que le Bitcoin va perdre de la valeur contre ce fameux dollar, et c'est aussi une des autres raisons de sa chute. Du coup, si le dollar continue son ascension comme ceci, eh bien je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin continuer à chuter encore.
Mais alors que le marché ne montre pas de signe de reprise haussière, on a Anthony Pompliano qui s'est exprimé sur la raison qui lancera la prochaine vague d'adoption du Bitcoin. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Pompliano, il s'agit d'un des cofondateurs de Morgan Creek Digital, qui est la branche crypto de la société de gestion Morgan Creek Capital, et accessoirement, il s'agit d'une personnalité connue dans le secteur crypto qui est considérée comme un influenceur crypto. Et donc il a déclaré que, selon lui, la caractéristique qui entraînera la prochaine vague d'adoption du Bitcoin sera sa transparence. En effet, étant donné que le Bitcoin est un livre ouvert où l'on peut voir toutes les transactions qui s'y passent, il est donc possible de tirer des tonnes de données on-chain qui, une fois analysées, permettent de se positionner en conséquence. Et c'est d'ailleurs le cœur de métier de plusieurs sociétés, comme par exemple Chainalysis. Et Anthony Pompliano compare ce libre accès aux données du réseau à un genre de rapport sur le bénéfice du réseau Bitcoin qui serait accessible tous les jours, ce qui est absolument impossible à faire avec n'importe quelle société. Bref, comme on le dit souvent dans le secteur crypto, Bitcoin représente la confiance sans besoin d'intermédiaires et progressivement de plus en plus de sociétés vont le comprendre. On a ici les Long Term Holders, LTH, Long Term Holder Resilient Cap, machin, Z-Score, j'en parle un peu dans le cours du Z-Score. En général, quand c'est très bleu comme ça, c'est des zones où il faut plutôt vendre. Quand c'est très négatif ici, vers la baisse, c'est plutôt des zones d'achat. Comme d'hab, il y a des exceptions, comme par exemple ici, c'était plutôt de l'achat que de la vente. Ici négatif, c'est de l'achat. Ici négatif, c'est de l'achat. Ici négatif, c'est de l'achat. Et ici négatif, c'est de l'achat, vous connaissez la suite. On est vraiment négatif sur le Z-Score. Et historiquement, quand on est négatif sur le Z-Score, c'est plutôt de l'achat que de la vente. CZ, donc le fondateur de Binance, le plus gros exchange crypto au monde, qui dit la crypto ne devrait pas être corrélée aux actions. C'est pas logique. Il dit c'est encore quelque chose en fait que le monde n'a pas encore réalisé. Donc ça va arriver, mais pour l'instant le monde ne réalise toujours pas et on observe cette corrélation qui est assez embêtante, on va pas se le mentir pour la crypto. Surtout la crypto est censée être vraiment décorrélée, c'est censé être un monde financier à part et pas quelque chose qui bouge en même temps que le marché crypto. Mais bon, pour l'instant la corrélation reste. Et le marché boursier se porte pas bien, du coup la crypto ne se porte pas bien. Le patron de ce fonds, il nous dit que nous sommes à l'aube de l'un des plus importants changements depuis 30 ans. Et c'est encore une fois quelque chose que je vous explique depuis longtemps. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est important pour vous de vous préparer psychologiquement à ce qui va arriver. Et de se dire que un fonds comme le fonds souverain norvégien, c'est un gros fonds. C'est un fonds également où les gars, ils ont les meilleurs économistes au monde, les meilleurs chercheurs, ils ont des gros budgets, c'est 1200 milliards, c'est super, hyper important. Eh bien, ce mec-là vous explique que, attention, on risque d'avoir un scénario catastrophe. Attention, on risque de perdre plus de 40%, il parle de son fonds. Et on risque effectivement d'avoir une situation hors de contrôle. Et bien évidemment, le fonds norvégien est un fonds qui est investi dans le monde entier. D'accord? Donc, juste pour rappel, c'est quoi un fonds souverain? Vous savez, la Norvège est un pays qui produit du pétrole. Ils exportent du pétrole. Et donc, ils ont des liquidités. Ils savent que c'est limité dans le temps. Comme par exemple aux Émirats également, ils exportent du pétrole. Et ils ont un fonds souverain également. Et ce fonds va investir. Il va investir dans les bourses internationales, dans les obligations, dans des startups, etc. Et le but, c'est de faire fructifier l'argent du pays et donc des habitants. Et ici, le patron de ce fonds nous explique la probabilité d'un scénario d'horreur où le fonds chute de 40%. Et attention, 40% sur 1200 milliards de dollars, d'euros. D'accord? Ça veut dire, prenons la calculatrice, 0,4 fois 1200 égale 480 milliards d'euros de pertes. D'accord? Donc, il nous dit, la probabilité d'un scénario d'horreur où le fonds chute de 40% a augmenté. Et il faut vraiment comprendre un truc, c'est pas son argent, c'est l'argent du peuple norvégien. Et donc là, en fait, il prépare les gens, il leur dit, voilà, psychologiquement, attention, on risque d'avoir une situation extrêmement dramatique.
Ensuite, donc là, mauvaise news, donc voici le niveau le plus bas depuis le début de l'année, donc et depuis 7 mois chez les professionnels du CME, donc c'est le Chicago Mercantile Exchange, désolé. Et en fait, comme on peut le voir ici, là c'est l'open interest, c'est les positions qui sont ouvertes chez eux, donc ça c'est les pros. Et en gros, comme on peut le voir ici, on fait un nouveau plus bas, donc de toute l'année, et on revient dans les niveaux donc de début octobre. Donc peut-être que ça nous permettrait de se dire, ok, alors chez nous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quand on a l'open interest qui descend aussi bas, on se dit ok, le train est déchargé, on peut repartir. Mais c'est vrai que chez les professionnels, c'est pas la même analyse. Là, on se dit ok, donc là il y a un désintérêt complet des professionnels. Peut-être qu'il va se passer quelque chose et qu'on va avoir un dip beaucoup plus profond. Déjà, il y en a eu un gros hier, donc voilà, là ça fait un petit peu peur. Donc wait and see comme on dit, mais là on va dire que tout nous montre dans le même sens, tout nous montre qu'on va baisser. Après, pour certains, c'est des avantages, pour d'autres, c'est des avantages, et d'autres, c'est des désavantages. J'ai du mal aujourd'hui. Coins.fr, le Conseil de l'Europe se réunit ce matin pour définir le contenu de MiCA et les nouvelles règles encadrant les crypto-actifs. Le périmètre irait plus loin, couvrant notamment les NFT et la consommation d'énergie. Et en parlant de sociétés qui se bougent, on a Binance qui a participé au rachat de Twitter par Elon Musk. En effet, aujourd'hui on apprend au travers d'un dépôt auprès de la SEC que le rachat de Twitter a été soutenu par 18 investisseurs institutionnels. Et parmi ces institutions qui ont soutenu ce rachat, on a par exemple Sequoia Capital qui a débloqué 800 millions de dollars, Fidelity qui a débloqué 316 millions de dollars, ou encore Binance qui a débloqué 500 millions de dollars. A savoir qu'au total, avec les 18 institutions, les sommes récoltées s'élèvent à 7,1 milliards de dollars. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai affiché à l'écran la liste des sociétés qui ont investi et quelles sommes ils ont mis lors de ce rachat. Et avec ce soutien, la société Binance pourrait bientôt peser dans les futures évolutions du réseau social qui est à l'aube d'un changement profond et qui pourrait bien faire sa transition vers le Web3 sous la direction de Elon Musk. Et pour finir, un nouveau piratage dans la crypto. C'est encore, bien sûr, ça touche la finance décentralisée. 2 millions de dollars ont été volés sur le protocole MM Finance. C'est un protocole sur le réseau Chronos, donc sur l'exchange Chronos. Et en fait, la spécificité de ce piratage, c'est que c'est pas un piratage sur les smart contracts, c'est un piratage sur l'interface. Un piratage sur l'interface vraiment l'IHM, donc l'interface sur le site web tout simplement. C'est quelqu'un qui a réussi à modifier le code qui était affiché aux utilisateurs, qui a injecté du code malveillant. Ils ont pu faire ça grâce à une vulnérabilité sur l'aspect DNS, donc tout ce qui gère les noms de domaine. Ils ont réussi en fait à compromettre un domaine ou un sous-domaine et ensuite à injecter du code malveillant qui a redirigé certaines transactions vers le wallet de l'attaquant. Il a pu obtenir plus de 2 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que le protocole va rembourser les 2 millions de dollars aux utilisateurs. Heureusement, c'est pas quelque chose qui a touché beaucoup de personnes. Et pendant ce temps-là, sur Sorare, le NFT unique de Kylian Mbappé s'est envolé pour 416 493 €, un prix incroyable mais bien sûr loin d'égaler le record détenu par Erling Haaland pour 613 000 € la carte, vendue aux enchères au mois de janvier dernier. Et pour ceux qui ont la patience, qui ont la résilience, qui ont appris justement au travers des émissions à faire le dos rond, ben vous êtes au bon endroit au bon moment pour les 24 prochains mois. Après, est-ce que le marché ne va pas vous faire lâcher cette branche au pire moment, c'est-à-dire là en bout de résolution justement de cette contraction qui peut conduire dans les prochaines semaines, les prochains mois à un point bas de marché? C'est là où c'est le plus critique puisque au terme de mois et de mois quand on se fait lessiver littéralement, quand à la fin ça accélère, souvent à la baisse, c'est là où on a le plus de personnes qui capitulent aussi par effet miroir. Donc faites attention à vous, préservez-vous à la fois sur votre capital si vous pensez que là vraiment ça pue et que vous êtes sur des petites pertes entre guillemets que vous pouvez vous permettre d'encaisser si vous pensez qu'on va aller beaucoup plus bas, ou bien vous continuez de faire le dos rond, d'appliquer votre DCA et théoriquement, puisque là aussi je n'ai pas de boule de cristal, mais à un horizon de temps de 1 ou 2 ans, ça devrait aller bien mieux puisque je pense toujours pas que le monde entier va s'effondrer, que le marché américain va s'effondrer pendant des années, ni le marché crypto. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.